Marielle, vous êtes donc directrice de recherche en économie à l'unité mixte de recherche Géo de Montpellier. Votre thèse en économie passée en 1997 préfigure en partie la grande diversité de vos futurs axes de recherche. Votre thèse s'intitulait Une approche économique de la gestion de l'eau d'irrigation, des instruments, de l'information et des acteurs. Des instruments de l'information et des acteurs. Vous êtes une économiste de l'eau, mais pas que. Vous conduisez à la fois des travaux de recherche et des travaux d'expertise dans le domaine de l'eau, avec une vocation d'appui aux politiques publiques très affirmée. Au demeurant, vous êtes désormais présidente du conseil scientifique du comité de bassin Rhône-Méditerranée. Vos travaux passés et présents portent plus spécifiquement sur la demande en eau des ménages, des agriculteurs, demande dont vous étudiez les formes et les déterminants. Vous avez par exemple étudié l'intérêt des réseaux d'eau brute dans certaines communes. Vous avez étudié les forages privés, les compteurs connectés, les facteurs explicatifs de la consommation domestique d'eau. Vous cherchez les manières d'influer sur cette demande pour imaginer la gestion de l'eau face aux tensions qui se présentent à nous aujourd'hui et demain, avec des demandes croissantes d'un côté et des ressources décroissantes de l'autre côté. Vous analysez ainsi les outils économiques existants et vous cherchez à les rendre plus performants. Pour cela, vous exploitez des données d'enquête réalisées par vos escouades d'étudiants, si j'ai bien compris, et par vous-même, auprès d'usagers de l'eau et auprès des services d'eau potable des grandes collectivités comme Nantes, Montpellier, Perpignan et sans doute d'autres. Vous recourez également aux outils de l'économie expérimentale et aux scénarios de prospective pour contribuer à l'adaptation à ces situations de pénurie d'eau actuelles et futures. Voilà, Marielle, je vous laisse carte blanche pour vous présenter et puis pour présenter vos travaux dans la direction qui vous semble la plus intéressante et la plus judicieuse. Nous sommes toutes oui. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. J'espère que je vais être à la hauteur de l'enjeu. Donc je vais essayer, je me suis dit que comme j'avais à présenter des choses, m'écouter pendant 20 minutes, une demi-heure comme ça, sans support, c'était un peu compliqué à distance. Donc j'ai préparé quelques supports pour accompagner mon propos. Donc je vous partage cet écran. Déjà pour dire que, en fait, on peut synthétiser ce que M. Vibaud a déjà fait. Tous mes travaux de recherche autour de la question de la demande en eau, en essayant toujours de comprendre, révéler et gérer cette demande. Donc c'était un peu l'idée de ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, qui, comme cela a été dit, a débuté en 1994 par une thèse qui a commencé et qui a été achevée en 1997. Ensuite, étant enseignante de formation, j'ai fait 2 ans d'enseignement à Perpignan et puis je suis partie en tant que chercheur à l'UMR gestion des services publics à Strasbourg, époque à laquelle j'ai commencé à travailler sur l'eau potable, alors qu'avant j'avais plutôt uniquement abordé le volet agricole. Et puis, en 2004, je suis revenue sur Montpellier, puisque ma thèse avait été effectuée à Montpellier, dans l'UMR dans laquelle je suis actuellement. Alors, tout ça, ça a été au sein de 3 organismes, mais qui sont les mêmes, parce qu'il y a eu le CEMAGREF qui est devenu IRSTEA, et puis après qui a été intégré avec l'INRA dans le cadre de l'INRAE. Mais en gros, ça revient au même. Alors, au niveau de la manière dont moi je travaille, c'est vraiment une recherche que j'aime faire à partir de matériels qui sont observables. Donc, soit je vais essayer de consulter des archives, par exemple sur le prix de l'eau, sur la consommation, sur tous ces objets-là, sur les comptes rendus même de réunions, des choses comme ça. Je vais essayer d'observer, donc soit par enquête, donc en allant rencontrer des gens, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des ménages ou d'autres. J'expérimente un petit peu comme ça a été dit, c'est-à-dire que là c'est ce qu'on appelle de l'économie expérimentale, donc on va essayer de, quand on ne peut pas le faire dans la réalité avec des vrais acteurs en réel, on va le faire via des jeux
des jeux un peu sérieux, si on peut dire, où on va expérimenter des outils de gestion, par exemple une tarification que l'on va augmenter, on va voir qu'est-ce qui se produit sur les personnes que l'on observe, mais dans le cas d'une expérience. Ensuite, il y a une méthodologie de modélisation où on va modéliser le comportement, alors par exemple des agriculteurs, pour voir si on met tel et tel outil en place, comment ils vont se comporter. Et puis après aussi, on peut réfléchir avec les acteurs pour imaginer le futur, pour discuter du futur et voir si les outils que l'on propose sont intéressants ou quelles en sont leurs limites. Et tout ça, depuis presque l'origine, c'était dans une posture de pluridisciplinarité, donc, parce que j'aime beaucoup travailler avec d'autres personnes, alors des économistes naturellement, mais aussi toutes les autres sciences humaines et sociales que l'on peut trouver autour de nous, notamment à l'UMRGO par exemple, et puis aussi en sciences et vie de la Terre, donc les hydrogéologues, les hydrologues, les climatologues, les agronomes, etc. Et tout ça en étroite collaboration avec les parties prenantes, donc à la fois des décideurs publics, donc les ministères, les agences de l'eau, etc., les gestionnaires des services, donc des régies, des services en délégation, des associations syndicales autorisées et des usagers également. Donc voilà un petit peu comment j'aborde ma recherche. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de vous faire des zooms sur les différents volets. Alors, je ne vais pas faire le volet révélé, parce que sinon, vous allez y passer pendant trois mois. Mais je vais vous faire quelques zooms sur comprendre et notamment gérer l'art-demande pour vous donner quelques illustrations. Donc, par exemple, pour comprendre la demande en eau, et alors j'ai essayé tout le temps de naviguer entre l'eau urbaine et l'eau en présence de substituts. Alors bon, mon affichage n'est pas bon puisqu'on commence par la fin, mais c'est pas grave. Là, c'est se dire qu'est-ce qui se passe parce que souvent, dans les premiers travaux, en tout cas de chercheurs, on va considérer que l'eau potable que l'on a au robinet n'a pas de substitut et que si les gens consomment moins d'eau, c'est qu'ils consomment totalement moins d'eau. Or, on s'est aperçu, dans certains cas sur le terrain, que certaines personnes, quand le prix de l'eau augmente, vont changer de ressources en eau et vont par exemple faire des forages. Donc l'idée là, c'était d'essayer de comprendre cette logique. Et la première démarche que l'on a faite, c'est une démarche un peu de modélisation où on va essayer de réfléchir au modèle conceptuel d'un ménage pour comprendre quels sont les déterminants qui vont lui faire choisir ou pas de faire un forage. Et à partir de là, on peut estimer le nombre de forages qu'il y a dans une commune et éventuellement voir en fonction des différents types de tarification ou autres, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire si on change les pratiques ou les outils réglementaires. Donc ça, c'est une première approche que j'appelle par la modélisation, qui nécessite quand même d'aller rencontrer des ménages et tout ça pour bien comprendre un petit peu leur raisonnement, mais qui est une approche de modélisation. La deuxième approche que j'ai faite, par exemple, sur cette question de la présence de substituts, ça a été une approche par l'analyse des fichiers de facturation. En ayant les fichiers de facturation des personnes, on peut voir s'il y a des décrochages, par exemple, la personne 1 a un décrochage. Alors après, ça peut venir du fait qu'on consomme moins d'eau pour d'autres raisons, il y a des enfants qui sont partis ou je ne sais pas quoi, mais ça peut être une raison parce qu'il y a des forages qui ont été faits. Donc là aussi, il y a eu cette approche qui a été développée et qui a permis aussi d'estimer la proportion des personnes qui peuvent être sujettes à passage à forage. Et puis après, il y a une approche par enquête où on va enquêter les gens. Et c'est comme ça qu'on arrive, là par exemple sur Perpignan, on était arrivé à estimer la proportion des ménages par différentes méthodes. Donc les forages déclarés, c'était 0,6%.
et puis les forages de notre modèle 34%, et ce que nous ont déclaré les personnes, c'était à peu près 24%. Donc c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment j'aborde la question. Donc ça, c'était comprendre la demande. Et là, c'était par exemple, voilà, comprendre la multiplicité de cette demande et la manière dont elle se construit et ce qu'il ne faut pas en dire. C'est-à-dire que la demande en eau potable, on voit que on dit qu'elle baisse, mais si on ne prend pas en compte les substituts, eh bien c'est une erreur. Et après, donc il y a toute des travaux que je mène autour de la gestion de la demande en eau. Et donc cette gestion de la demande en eau, grosso modo, moi je suis économiste. Donc normalement, j'aborde la question plutôt au niveau de la demande, donc pour réduire cette demande. Mais je me suis aussi intéressée à ce que l'on peut appeler l'augmentation de l'offre, et notamment, alors, sur deux aspects. Hein. Alors, un aspect dont on entend beaucoup parler actuellement, hein, c'est tout ce qui est les barrages, les retenues d'eau, et aussi tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Donc ça c'est l'aspect offre. Et puis sur l'aspect demande, et puis après, il y a l'aspect offre. Entre l'offre et la demande, il y a tout ce qui est la limitation quelque part des pertes d'eau. Donc c'est tout ce qu'on considère comme quelque chose de technique et qui va faire qu'il y aura moins besoin d'eau puisqu'on va limiter ces pertes. Et je vais vous parler d'un exemple de passage à l'irrigation localisée. En sachant, là, je viens de voir une question, l'eau virtuelle, en fait, c'est le fait de se dire que quand on importe un bien qui a été fabriqué avec de l'eau, par exemple du riz qui vient de Thaïlande, eh bien, on importe de l'eau en même temps. Mais j'y travaille personnellement pas tout à fait dessus. La dernière possibilité, c'est d'agir sur la demande. Et cette demande, moi, je travaille plutôt sur les outils d'action directe, à savoir le prix de l'eau, la quantité d'eau, donc tout ce qui est la répartition de quotas ou de volumes prélevables, et toutes les techniques de persuasion. Donc, c'est l'éducation et la persuasion à consommer moins d'eau. Voilà. Je travaille beaucoup moins, même si je m'y intéresse, hein, à toutes les actions indirectes sur la demande, c'est-à-dire ce qui va agir sur la demande, mais sans être directement focalisé sur l'eau, par exemple la politique agricole ou la politique énergétique. Alors, si je reviens sur les différents aspects, là, je vais vous donner quelques illustrations. Par exemple, tout ce qui est les pertes en eau. J'ai travaillé là, avec un collègue, François Moll notamment, sur au Maroc, sur la question est-ce que l'irrigation par goutte à goutte, c'est une réelle économie? Et là, je vais vous montrer en quelques images, quelques résultats, hein, mais c'est très, très limité. Hein. C'était y prendre le goutte à goutte dans ce pays, parce que naturellement, il y a du manque d'eau. Et comment les agriculteurs réagissent? Eh bien, ils vont intensifier les cultures. Donc là, par exemple, on voyait des oliviers traditionnellement cultivés, et ils vont mettre des cultures maraîchères. On va avoir une expansion des surfaces irriguées. Donc on le voit, hein, sur la partie droite de la figure. Et on a aussi de l'adoption de cultures à plus haute valeur ajoutée. Alors là, ça se voit moins bien parce que c'était une surface qui était un peu densément peuplée, mais il y avait des petits arbres qui ont été mis en place et qui étaient à plus forte valeur ajoutée. Tout ça montre que quelque part, alors que les autorités pensaient qu'on allait économiser de l'eau, on a quelque chose qui est bien en termes économiques, c'est-à-dire qu'on a une utilisation plus intense de l'eau de surface, mais ce n'était pas ce qui était imaginé par les autorités. Et c'est ce qu'on peut retrouver avec ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, qui disait que souvent un saut technologique qui théoriquement permet, par exemple, l'économie d'eau, va conduire au contraire à accroître son utilisation. Et ce qu'on a remarqué aussi sur le cas du Maroc, c'est qu'en plus, ça a nécessité de mobiliser encore de manière plus forte l'eau souterraine.
Tout simplement parce que cette eau de surface, elle est par les barrages, comme en France, hein, et qui sont soumis au fait qu'ils peuvent ne pas être remplis. Et à partir du moment où on se contraint beaucoup plus avec des cultures qui sont en goutte à goutte, donc qui sont très sensibles au manque d'eau, les agriculteurs ont de plus en plus tendance à construire des forages au cas où l'eau de surface ne suffise pas. Donc voilà, on voit ce cercle qui peut être vicieux alors qu'on imaginait un cercle vertueux. Donc ça, c'était une première illustration. La deuxième, qui est une question que l'on revoit aussi, hein, c'est beaucoup dans la presse actuellement, c'est la question de la réutilisation des eaux usées traitées. Et avec d'autres collègues, on se positionne en essayant de critiquer et de voir si c'est une bonne idée ou si ça ne l'est pas. Alors naturellement, ça dépend du contexte, hein, mais qu'est-ce que quand on est sur un point de vue un peu économique, on va essayer de se dire si d'un point de vue de l'intérêt général, c'est intéressant à mettre en place parce que c'est souhaitable. Si c'est rentable, les gens ils vont le faire d'office. Si c'est pas rentable, ils vont pas le faire, donc il faut essayer de les aider. Mais par contre, si c'est non souhaitable d'un point de vue économique, du point de vue déjà général, il faut essayer de les dissuader au cas où. Et c'est tout ça, c'est toutes ces questions que l'on essaye de poser, c'est-à-dire on parle souvent d'économie circulaire. Est-ce que c'est réellement une économie circulaire? C'est à questionner. Est-ce que c'est une ressource de substitution? Souvent, en fait, on s'aperçoit que ça devient une ressource qui n'est pas de substitution, mais qui va permettre d'augmenter les besoins. Après, on se pose la question de la potentialité, des usages, et puis de qui paye cette eau et comment on le paye. Et donc, j'ai des travaux actuellement qui portent sur ces questions-là. Et j'avais des travaux qui ont porté également sur la question de l'acceptabilité. Et là, par exemple, on se rend compte quand même qu'il y a à peu près 20%, même quand ils sont informés, des personnes qui refuseraient d'acheter ces produits issus de la réutilisation des eaux usées traitées. Donc, on peut se poser la question pour un agriculteur, s'il accepte de voir son marché diminuer de 20%. Donc, voilà, ça, c'est des questions qu'on se posait. Après, j'ai eu des travaux qui ont porté sur les compteurs à télérelève. Qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire et pour qui? Alors, on avait des travaux qui ont porté notamment, qui ont été conduits avec la CACG, où là, on voyait bien, hein, et la CACG nous montrait bien que d'un point de vue gestionnaire, c'était quelque chose de très intéressant parce que ça permet de mieux guider, de mieux connaître la demande en eau à un pas de temps plus fin. Donc ça, c'est très important. Ça peut être aussi important si on met en place des outils de tarification très saisonnière, qui est très, très précise pour inciter les gens à utiliser l'eau au bon moment, par exemple. Par contre, ce qui était ressorti, c'était que autant le compteur était quelque chose qui était accepté, autant la télérelève, vous voyez les mots qui ressortent, c'était plutôt des mots plutôt négatifs. Donc ça, c'était dans un cas d'étude, hein, mais on voit cette difficulté à imaginer cet outil comme un outil qui ne soit pas un outil de contrôle, de surveillance. Ça, c'était pour les agriculteurs. Et on a voulu faire la même chose pour l'eau potable. Donc, j'ai été enquêter des personnes et on s'est demandé, justement, surtout qu'il y avait le compteur Linky, on se demandait est-ce que c'était des choses qui étaient un peu de la même facture que pour l'eau d'irrigation. Et à ma grande surprise, en fait, on se rend compte que, bon, déjà, il y a peu de ménages qui savent qu'ils ont le compteur à télérelève, à peu près 29%, 30% des gens qui... Donc l'information, même si elle avait été bien publicisée, ne passe pas. Bon. Mais les gens qu'on a rencontrés, plutôt, ont une attitude bienveillante, n'ont pas de crainte spécifique par rapport à cet objet-là, pense arriver à bien maîtriser la technologie parce que c'est assez simple, il faut se connecter sur un site et puis voilà. Par contre, il y a peu de motivation à utiliser ce service. Et donc voilà, c'était un peu les résultats.
Alors après, je vais essayer d'aller plus rapidement parce que le temps tourne. Sur les outils économiques, donc là, c'est des outils qu'on va essayer de réfléchir avec les parties prenantes. Donc là, c'était un travail qu'on avait conduit sur différents outils dans différents terrains en France pour essayer de voir la perception de ces outils par, alors un qui s'appelait bonus-malus, un qui s'appelait contrat solidaire, et des échanges d'attribution. En fait, derrière, il y avait des échanges financiers d'eau, hein. Donc on les a explorés, on a fait voter les personnes de manière individuelle, et puis on a essayé de mieux comprendre les arguments que nous donnaient les personnes pour essayer de voir si on pouvait améliorer les outils ou si on pouvait ne pas les utiliser parce qu'ils n'étaient pas opportuns. Et sur quel territoire ça pouvait être intéressant ou pas. Donc ça, par exemple, on l'a fait dans ce cadre-là, et on le fait actuellement, et on va le continuer sur un cas dans la plaine de la Crau, donc à côté de la Camargue, entre la Camargue et Marseille, où on se demande quel est l'intérêt de mettre en place un outil qui va compenser les pertes financières de ceux qui arrêtent l'eau au profit de d'autres. Et là, par exemple, c'est entre du foin de Crau et de l'arboriculture en situation de sécheresse, donc pas une pénurie structurelle toutes les années, mais une pénurie conjoncturelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe même donc avec la Chambre d'agriculture, qui porte un organisme unique de gestion collective et avec lequel on aborde la question. Enfin, dernier sujet sur lequel je voulais parler, c'était sur la tarification, parce que ça c'est un sujet sur lequel je travaille depuis l'origine, hein. C'est savoir quelles sont les structures tarifaires qui sont déjà, par exemple, en place en France, quels sont les objectifs à ces structures tarifaires, que ce soit pour l'eau potable ou l'irrigation, hein, c'est pareil. Et généralement, grosso modo, il y a 3 objectifs budgétaires. On essaye d'avoir de l'eau qui soit à l'endroit où il y en a ça la valorise le mieux, où on essaye d'économiser aussi. Et puis, avec cette idée aussi de garantir un accès à l'eau pour tous. Alors, il y a une tarification, par exemple, qui est considérée comme miraculeuse. Là, j'en ai mis une, mais ça peut, qui est la tarification éco-solidaire de Dunkerque. Alors, j'ai plein de critiques à y faire, hein, sur cette tarification, parce qu'il y a des choses qui sont dans... mais voilà, donc c'est essayer de critiquer, de voir comment éventuellement améliorer, quels sont les avantages, les inconvénients, et voir quel est l'impact sur les usagers et quelles sont les réactions de ces usagers également, parce que tout ça, c'est important. Il y a beaucoup d'imaginaire. Souvent, on se dit, on ne peut pas augmenter le prix de l'eau parce que les gens vont refuser. Oui, non. Quels sont l'impact réel sur les usagers d'une augmentation, d'une structure particulière? Par exemple, là, vous en avez une qui n'est pas souvent présente en France, hein. Je l'ai repérée officiellement, en tout cas en Tunisie et au Maroc. Je sais qu'elle existe à d'autres endroits. C'est une tarification par bloc. Les blocs, c'est de dire, si vous consommez un peu plus, non seulement vous allez payer les nouveaux mètres cubes plus chers, mais vous allez payer tous les mètres cubes plus chers. Donc celles-là, elles sont beaucoup plus incitatives qu'une tarification où on aurait des paliers croissants comme ça, par exemple. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc voilà, ce que je fais, c'est plutôt gérer de la demande. Et j'essaye d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à aussi réfléchir quand on met en place des outils de sanctions, de tarification, quelle est la crédibilité de la menace si par hasard on ne respecte pas les idées. Donc c'était toutes les idées de police de l'eau que j'explore aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je peux juste dire que bon, donc je suis aussi co-responsable d'un parcours de master eau et société, et à ce titre-là, j'essaye d'enseigner ce que je viens de vous raconter, et aussi des fois que j'ai quelques étudiants que j'utilise entre guillemets pour mes enquêtes.
Merci Marielle, c'est d'une richesse incroyable, on ne sait plus où donner de la tête. On a déjà une question de Camille Larminet que Marion nous fera passer. Moi, je voudrais simplement vous poser une question concernant ces tarifications là qu'on vient de voir, hein, avec des graphiques assez variés. Effectivement, je ne sais pas si c'est vous qui avez convaincu Montpellier de changer sa tarification, mais on en entend beaucoup parler en ce moment, avec cette tarification progressive. Est-ce que comment dire, vos analyses économiques se doublent d'une analyse plus sociologique en sciences humaines et comportementales vis-à-vis des élus? Parce que la question du tarif de l'eau, c'est une question très sensible politiquement. Et les élus enfin, il me semble que moi, c'est la principale cause de maintien des tarifs en cours d'immobilisme, en fait. La peur de changer le prix de l'eau. Et enfin, changer le prix de l'eau, ça peut être vu comme une augmentation des taxes, même si c'est pas le cas. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus? Alors, moi, j'essaye de travailler avec les élus pour essayer de donner mon point de vue, hein. Donc, notamment avec Montpellier, hein, parce que j'ai été insérée dans le conseil d'administration de la Régie des eaux de Montpellier depuis l'année dernière. Et donc, j'essaye d'apporter mon point de vue en expliquant aussi l'intérêt, justement, d'avoir un tarif qui essaye d'équilibrer les recettes et notamment aussi tous les effets pervers des mesures qui sont proposées. C'est-à-dire que par exemple sur la tarification éco-solidaire, et c'est pour ça, par exemple sur Dunkerque, je vais juste repartager un tout petit peu mon écran là pour en dire quelques mots. En fait, si on regarde, avant, disons que le tarif était de 1 € le mètre cube. Imaginons que c'était un tarif qui essayait d'équilibrer le budget de la commune. Donc ça, c'est simple. Si l'objectif de la tarification éco-solidaire si l'objectif est atteint, théoriquement, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau confort, voire d'eau utile, on va essayer de la réduire au minimum. Donc, quelque part, l'équilibre budgétaire qui avait été calculé avec cela sera fini. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va, si on veut faire un équilibre budgétaire, on va devoir réaugmenter le prix. Et donc, les gens, ils vont se trouver en disant, ben, moins je consomme, plus je paye. Et donc, ils vont être... donc, les choses que l'on a l'impression d'avoir dans le bon sens ne vont pas dans le bon sens. Donc, j'essaye d'expliquer ça même aux élus, hein. Des fois, bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Puis après, au niveau des questions de seuil aussi, hein, 75 mètres cubes, 200 mètres cubes, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire, etc. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Merci. Marion? Oui. Du coup, Marielle, première question. Alors de Camille Larminier qui demande si vous pourriez préciser en quoi la REUD n'est pas nécessairement une pratique d'économie circulaire. Alors déjà, la réutilisation des eaux usées traitées, elle va prendre de l'eau à un endroit et elle va la rejeter à un autre endroit. Déjà, des fois, par exemple, si je prends le cas de Montpellier, alors le cas de Montpellier est un peu exceptionnel parce qu'on va rejeter en mer. Alors, mais elle prend de l'eau dans le CARF, dans la souterrain, et elle va le rejeter quelque part en eau de surface. Donc, c'est pas forcément au même endroit qu'on va utiliser l'eau. Et puis après, en plus, c'est pas circulaire, tout simplement parce que déjà, sauf à Montpellier, mais quand l'eau est prélevée au milieu de la France, par exemple, elle va de toute façon être réutilisée par ailleurs. Donc, quelque part, pour moi, ce n'est pas une économie circulaire quand c'est... parce que c'est... Non, pour moi, il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas... voilà, c'est pas comme les déchets.
Encore que là, j'aurais à critiquer sur les déchets, mais voilà, c'est pas un cercle fermé. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, je pense que oui. Du coup, on va passer à la question suivante, ou on lui donne la parole peut-être, Benoît? Vas-y, lâchons-nous. Non, il faut que j'arrive à retrouver son... Hop. Du coup, Madame Larminé, je viens de vous débloquer le micro. Bonjour, merci. J'avais une autre question. Est-ce que dans vos travaux, vous abordez alors au-delà du coup les freins, en tout cas réglementaires, que vous pouvez identifier sur la REUT, et est-ce que vous identifiez sur le fait que les prélèvements et tout ça n'étaient pas au même endroit? Vous estimez que du coup, il faut quelles sont les limites aux projets qui sont soumis? Quelles devraient être leurs limites? La première limite, c'est justement, alors après, c'est à discuter. Il y a beaucoup d'endroits où l'eau usée traitée va être réutilisée en aval, va servir de débit du cours d'eau, notamment en période estivale. Donc, il y a cette grosse limite déjà à la réutilisation des eaux usées traitées, c'est que de toute façon, elle était utilisée par ailleurs. Donc, il y a cette limite-là. Souvent, il y a quand même... Alors après, il y a des limites techniques, c'est-à-dire que c'est très coûteux, la réutilisation des eaux usées traitées, souvent. Et ce coût, souvent en plus, on ne le fait pas forcément supporter en totalité par les personnes qui sont concernées ou les usagers. Et actuellement, c'est pour ça que je conduis un travail un petit peu en France pour essayer de mieux caractériser tout ça, pour voir qui c'est qui finance la réutilisation des eaux usées traitées et quelle est la part des usagers qui le font. Et souvent, ce que j'ai observé jusqu'à présent, mais c'est juste des observations, pour l'instant, il n'y a rien de prouver, si on peut prouver ce genre de choses, hein, c'est que dans les cas de réutilisation des eaux usées traitées qui ont déjà été là depuis très longtemps, vous avez des cas où elle a été mise en place parce qu'il y avait un problème sur le bassin versant, de pollution du bassin versant. Et donc, on demandait aux agriculteurs de prendre cette eau un petit peu comme un déchet. Et bon, ça, c'était avant. Et puis maintenant, on voit que l'eau devient un peu précieuse. Et puis, qu'il y a la réglementation qui est là, qui augmente peut-être les coûts. Et les agriculteurs, si on leur dit, eh bien, vous allez devoir payer, maintenant, ils ne veulent plus payer. Et c'est normal, hein, ils sont partis d'une situation, ils arrivent à une autre. Donc, bon, voilà un petit peu ce que je pouvais en dire, en 2 mots. Merci. Merci. Du coup, alors je vais lui donner la main aussi, mais on a une question de Corentin Leroux qui revient, qui souhaiterait que vous reveniez sur la tarification éco-solidaire de Dunkerque, et notamment, quelles sont les critiques que vous pourriez en faire. Alors, je vais aussi lui débloquer le micro pour lui donner la parole, mais si vous pouvez... Ça prend un peu de temps parce qu'il faut que je trouve la personne dans la liste, en fait. Voilà. Hop. C'est bon, normalement. Oui, bonjour, merci. Voilà, c'était juste pour revenir, Marielle, sur ce que tu montrais sur la tarification progressive. Je n'ai pas compris les critiques que tu pouvais en faire, juste revenir un peu dessus, ça m'intéresse. Ok, donc je vais partager, comme ça, ce sera peut-être plus simple. La critique, c'est que souvent, déjà, dans la tarification éco-solidaire, comme on veut quand même faire payer moins les premiers mètres cubes pour que les gens puissent accéder à une eau essentielle à un tarif privilégié, souvent c'est moins cher que le coût du service. Et si bien que dans une tarification éco-solidaire, le gestionnaire, il a toujours en tête de se dire qu'il y a des gens qui vont consommer bien plus pour pouvoir équilibrer budgétairement le système. Donc déjà, c'est compliqué.
La deuxième chose, mais ça concerne tous les types de tarification possibles, en fait, tous les types de tarification par palier croissant, c'est que on a affaire en face là à des imaginaires sur les niveaux de consommation que l'on veut mettre dans les différents paliers, mais on ne sait pas très bien qui c'est qu'il y a derrière les abonnés. Si on met en place cette tarification éco-solidaire et qu'on a un immeuble de 30 logements, eh bien, les 30 logements, ils vont dépasser, ils vont être en eau confort systématique. De la même manière, sur un foyer quelconque, etc. Donc, en fait, on présume toujours du type d'usager qu'il va y avoir derrière, et parfois on se trompe. Alors, j'ai l'habitude, moi, de présenter un cas qui est en Belgique, où ils ont mis en place des mètres cubes gratuits initialement, et puis après avec des mètres cubes payants, et où, au final, l'objectif a été atteint en termes d'économie d'eau, c'est-à-dire que les gens consommaient beaucoup moins, mais par contre, au niveau social, ça a été les plus défavorisés qui ont vu leur facture augmenter, tout simplement parce que justement, il y avait des principes comme ça, où on imaginait que les personnes qui étaient défavorisées étaient plutôt des personnes en famille nombreuse, ce qui n'était pas le cas, et si bien que le système n'a pas atteint son objectif. Donc, c'est pour ça que ces tarifications, elles reposent sur plein d'hypothèses que l'on n'imagine pas au départ, et après qui vont faire qu'on ne va pas atteindre l'objectif qui était prévu, en tout cas. Ou difficilement. Toujours sur le même sujet de la tarification, je reviendrai après aux questions qui sont plus haut, mais c'est Monsieur Audouin qui a une question qui demande quel modèle tarifaire à mettre en œuvre pour déconnecter une partie des recettes des volumes consommés, et je vais faire la même démarche, je vais aussi débloquer son micro. Je le trouve. Je ne le vois pas dans la liste. Sinon, je peux commencer à répondre. Oui, peut-être commencer à répondre avant qu'il... Comme ça. Ce que j'en ai compris, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait une tarification, on essaye à la fois d'atteindre différents objectifs qui sont souvent très contradictoires. Et l'objectif d'une tarification avec une partie fixe qui est limitée va faire que si on a moins de consommation, eh bien, les recettes vont s'en sentir. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas une solution miracle. La solution que moi j'imagine, c'est d'arriver aussi, normalement en économie, on dit aussi parfois qu'il faut avoir autant d'objectifs, d'instruments que d'objectifs. Donc théoriquement, il faudrait au moins que, par exemple, la garantie d'un accès à l'eau pour tous soit déconnectée du reste, parce qu'à force, on n'y arrive plus. Mais j'ai pas de recette miracle pour savoir comment on fait pour augmenter la partie forfaitaire, à moins que, mais je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça, c'est que par exemple sur la partie assainissement, qui n'est pas forcément liée à la partie eau potable, on passe sur par la taxe foncière ou je ne sais pas quoi. Mais là, on déconnecte tout. Mais ouais. Si on veut à la fois inciter à économiser et avoir des recettes qui soient garanties, c'est compliqué. Est-ce que vous m'entendez? Ah, pardon. Donc, j'ai pas de réponse. Hein. Juste un mot sur Dunkerque. Il se trouve que j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé aussi à Libourne au tout début, et puis je connais bien la régie du séquestre. Effectivement, il y a des contradictions, ne serait-ce que dans les mots. Hein. La fameuse tarification écolo-solidaire de Dunkerque,
politiquement, vous voulez résoudre un problème social et en même temps économiser l'eau. C'est très compliqué. Et effectivement, on s'aperçoit que la modélisation colle pas toujours aux imaginaires prévus. C'est compliqué. Sur la sobriété hydrique et le besoin d'arriver à déconnecter une partie de la tarification, on va collectivement être obligé de trouver des solutions à ce système. Quel que soit le service d'eau, on a aujourd'hui des objectifs de sobriété hydrique, et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé pour la sécheresse, et on repart dedans. Il va falloir mettre en œuvre des systèmes, et l'économie des services, qui est déjà un peu malmenée par l'électricité, etc., va être encore plus malmenée. Je comprends que c'est très complexe, je comprends aussi que c'est indispensable. Oui, je suis d'accord. Merci. Donc du coup, pour la suite, vu qu'on commence à avoir pas mal de questions, je ne vais pas forcément donner la main du coup aux personnes pour qu'elles puissent parler. Donc on a une question de Monsieur Tabary sur le modèle du foin de la Crau et d'arboriculture, qui demande si l'approche est-elle sur la base du préjudice de celui qui renonce à l'eau, et si vous pouviez en dire plus. Je peux essayer d'en dire plus. Donc c'est un travail, oui, qu'on a réalisé. En fait, on a combiné des approches justement de modélisation, où on a essayé de bien comprendre quel est le modèle économique du foin de Crau, le modèle économique des arboriculteurs, et voir quel était l'équilibre que l'on pouvait imaginer pour que s'il y a une sécheresse qui réduit par exemple la quantité d'eau consommée de 40%, enfin qui réduit l'allocation de 40%, qu'est-ce qui peut se passer? Donc normalement, ce qui peut se passer en temps normal, c'est que tout le monde va être réduit de 40%. Or, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va se satisfaire de cette situation et va peut-être tout perdre. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, si le foin laisse son eau aux arboriculteurs, quelle est la perte de chiffre d'affaires ou de valeur ajoutée qu'ils ont, et d'essayer de compenser ça. Alors, dans les premières analyses qui ont été débattues avec les agriculteurs, que ce soit de foin et d'arboriculture, j'avais un collègue qui avait estimé le prix à payer à 5 € le mètre cube. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les prix au mètre cube, hein, en France, l'eau potable, c'est 4 € le mètre cube, d'accord? Donc, on voyait que c'était un petit peu cher. Alors, ce n'était pas la totalité, c'était pour résoudre une crise de 15 jours ou 3 semaines. Et voilà, mais là, voilà, c'était des choses comme ça où on réfléchit justement à compenser le préjudice et des uns par rapport aux autres. Donc là, c'était une idée qu'on a débattue et que l'on va continuer à réfléchir pour voir quel est son intérêt concrètement sur le terrain. Parce que les gens, quand on débat, ils disent des choses, c'est en réaction, c'est au début. Et puis après, en fait, on voit qu'il faut quand même revenir les voir parce qu'il y a des arguments qui émergent, qui nous font montrer les avantages et aussi beaucoup de limites à ces outils que l'on met en place, et que si on le mettait en place, ça ne marcherait pas forcément. Donc, on réfléchit à tout ça. Merci. Donc, une question sur un sujet un peu différent, du coup, de Corentin Leroux, qui demande quel regard vous portez sur le sujet des méga-bassines, avec votre expérience, notamment autour de tout ce qui est partage de l'eau et sur la tarification. C'est un sujet qui est très compliqué, hein. De toute façon, on le voit de nos jours, hein. Pour moi, il y a les avantages et les inconvénients, hein, et puis c'est la manière aussi de faire. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble important, c'est d'avoir un dialogue territorial dans lequel toutes les parties prenantes sont considérées et où on imagine aussi justement le changement climatique, le futur, et ne pas et ça c'est pas facile, même pour des gens actuellement, des agriculteurs qui sont insérés dans un contexte économique particulier, de se projeter sur un avenir qui ne maîtrise pas, c'est très compliqué. Et la question des méga-bassines, c'est une solution à l'économie,
au contexte que l'on a actuel, mais une solution qui va falloir être très utilisée de manière très précautionneuse. Pour moi, il me semble important qu'elle soit utilisée uniquement en termes de substitution et pas en termes d'augmentation de la consommation d'eau, parce que pour moi, ça me semble compliqué. Et puis qu'on essaye de bien réfléchir à cette dimension de est-ce que collectivement, c'est intéressant ou pas? Si collectivement, c'est intéressant, OK. Si ça ne l'est pas, il faut voir. Mais oui, il y a beaucoup de choses à en dire. On avait fait au niveau conseil scientifique de l'agence de l'eau du comité de bassin Rhône-Méditerranée un argumentaire beaucoup plus détaillé que ce que je viens de dire. Merci. Je prends la parole pour 2 questions là, que je vois émerger spontanément du bassin de la Dordogne. Une question de Amélie Bresson et puis une autre de Guy Pustelnik concernant la REUT. Amélie demande sur vos projets sur la REUT, ont-ils permis de développer une méthodologie d'étude de l'acceptabilité qui pourrait être appliquée sur un autre territoire, communauté d'agglo, bassin versant, etc. Et Guy Pustelnik pose une question un peu parallèle, on va dire. Quelles recommandations de type analyse de risque pourriez-vous faire pour une agglo qui se lance dans la REUT? Là, on sent bien qu'il n'y a pas que de la technique dans tout ça, mais il y a aussi l'acceptabilité, les approches sociales et puis la compréhension globale des enjeux. Voilà, donc comment est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 questions? Peut-être qu'elles sortent de votre champ de compétences, mais vous avez sûrement des débuts de réponse en tout cas. Et répondre en 2 minutes, c'est difficile. Mais sur ces... on est en train de... en fait, comment on a construit, nous, notre acceptabilité? C'est-à-dire qu'on est allé rencontrer des... Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rencontrer des acteurs sur le territoire. Il faut aller à la rencontre d'usagers potentiels de ces... soit directs, donc les agriculteurs qui vont utiliser, soit indirect, parce qu'on mange des produits de la REUT et tout ça, bien comprendre les freins et voir comment va se passer. Après, il faut voir aussi la manière dont on va communiquer l'information. Alors, il y en a, c'est simple, pour l'acceptabilité, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne communiquent pas. Comme ça, au moins, les gens, ils ne savent pas qu'ils consomment des produits de la REUT et donc, ils n'ont pas à se poser la question, etc. Mais il y a tous ces enjeux de communication aussi par derrière qu'il faut aborder. Après, au niveau d'un territoire, comment faire? Moi, j'aurais une approche assez aussi économique, c'est-à-dire d'analyse des coûts et des avantages de la REUT et de comprendre un petit peu comment est-ce que les coûts sont inférieurs aux avantages. Mais ça demanderait beaucoup plus de temps que 2 minutes pour répondre. Mais je peux répondre après en off. Merci. Alors je retourne dans ma liste de questions. Une question un peu plus là sur tout ce qui est les télécompteurs. Enfin, il y a une série de questions du coup sur les télécompteurs de Monsieur Poincheval. Qui demande quelles sont les solutions pour traiter la masse d'informations des compteurs connectés, quelle suite donner à la bancarisation des enregistrements de télécompteurs et comment coordonner la gestion volumique par télécompteur avec la gestion de situations, comme les sécheresses par exemple. C'est compliqué. C'est vrai que c'est une énorme masse de données, ces télécompteurs, télérelèves, et il y a un problème de stockage de l'information sur le long terme. On peut les stocker sur le court terme et puis après sur le long terme ça devient compliqué. Ce qui est le mieux à faire, de mon point de vue assez terre à terre, c'est on ne peut pas arriver à stocker tout ça. Donc c'est arriver à trouver des indicateurs qui permettent de les stocker plus facilement dans le sens où on va stocker des moyennes ou des sommes
sur une période qui nous semble intéressante. Mais c'est vrai que le stockage, moi je le vois sur tout ce qui est stockage de données de facturation de consommateurs, c'est pareil, on a ces mêmes problèmes. Donc je n'ai pas énormément de réponses. Après, je trouve que ces compteurs à télé-relève, justement, peuvent permettre d'arriver à réfléchir au partage de la ressource en situation de sécheresse, donc puisqu'on va avoir une donnée qui va être plus fine, pas de temps beaucoup plus fin, et donc on va pouvoir, à partir de là, arriver à mettre en place des mesures pour éventuellement arrêter des usagers qui consomment trop d'eau, ou aussi arriver à peut-être aussi, alors ça c'est un problème de société, il faut essayer peut-être de voir si on le fait ou pas, hein, mais de mettre en transparence les comportements des usagers. Donc ça peut être, quand il y a une sécheresse, soit mettre une tarification qui incite les gens à ne pas utiliser l'eau quand je ne sais pas quoi, soit on dit aux usagers, ben, toi tu consommes tant, toi tu consommes tant, et puis on le montre les uns avec les autres. Alors ça peut créer des problèmes. Je sais par exemple en Australie, durant les grandes sécheresses, il y a des endroits où ils avaient fait un petit peu ça dans des villes, où il y avait des panneaux, je ne sais pas très bien, des sortes de drapeaux qui se levaient, qui étaient verts ou rouges, s'il y avait un habitant, un usager qui consommait trop ou pas assez, non, mais suffisamment. D'accord ? Donc, après, l'idée, c'est d'avoir un contrôle social, mais on voit aussi tous les problèmes du contrôle social, d'accord ? Voilà. Et peut-être une dernière question avant de clôturer, pour revenir un peu sur l'aspect irrigation. J'allais dire une question de Madame Virginie Danger. Je m'excuse, je ne sais pas si je prononce bien du coup votre nom de famille. Donc la question c'est, est-ce qu'un inventaire annuel des parcelles irriguées à l'échelle nationale, réalisé à partir d'images satellitaires, permettrait de mieux comprendre les besoins en eau d'irrigation et d'apporter de l'information nécessaire pour fixer les quotas ou des structures tarifaires? Alors, ça pourrait être intéressant, hein, mais après, la difficulté, ça va être comment on fait cet inventaire avec des photos aériennes, surtout par exemple quand il y a des cultures en rotation. Parfois, on ne sait pas si c'est irrigué ou pas. Enfin, pour moi en tout cas, ça me semble assez compliqué d'arriver à faire quelque chose de manière très robuste avec cet outil-là. Mais voilà, ça me semble compliqué. J'ai un petit élément de réponse. C'est effectivement une question récurrente sur le potentiel de la télédétection en particulier pour ces inventaires. Il y a des projets qui sortent régulièrement. Là, il y en a un en cours. Je suis désolé, je n'ai plus le nom en tête. J'avais été surpris en particulier par la résolution thématique des images satellitaires qui font quand même encore une certaine marge d'erreur. Hein, voilà. Mais ceci étant, même avec une marge d'erreur, de connaître les cultures irriguées sur un bassin versant, je ne sais pas si à l'échelle nationale, ça a un grand sens. Je pense qu'on on a plutôt intérêt à faire ça dans les secteurs où il y a vraiment des gros déficits. Hein, et donc là, je pense que ça a effectivement du sens. Après, ça va dépendre aussi du type de culture que l'on a. Et si par exemple on va sur de l'agroécologie où il y a toutes les cultures qui sont mélangées, ou par exemple ce que je présentais tout à l'heure avec mes arbres là, et puis tout d'un coup au milieu des arbres on a une autre culture parce que ça intensifie. C'est pas, je pense qu'il y a des choses où c'est pas si simple que ça de le voir vu du ciel et de l'interpréter. Pour compléter cet aspect, je sais que j'ai travaillé sur un outil d'aide au pilotage de l'irrigation qui était basé justement sur la télédétection, et il disait qu'effectivement la problématique c'était quand les vignes étaient enherbées. Et du coup, ils n'arrivaient pas en fait à différencier du coup le couvert de la culture, donc vraiment à bien caractériser le pourcentage de la végétation en fait. Voilà, et peut-être pour conclure avec vous, Marielle, qui est économiste, peut-être une question un peu coquine, peut-être, de Willy Parnaudot, qui travaille en collectivité, qui vous suggère de fiscaliser, avec un point d'interrogation, est-ce qu'il faut fiscaliser le service d'eau?
du moins en partie, pour répondre à ces enjeux, puisque effectivement, on voit bien que les investissements nécessaires pour l'eau sont très élevés, que le service d'eau doit être équilibré, quelle que soit la tarification. Et donc, Willy vous pose la question, est-ce qu'il faut fiscaliser les services d'eau, du moins en partie? Alors, à la rigueur, je veux bien le en partie. Donc, c'est ce que je disais, c'est éventuellement sur l'assainissement, parce que il y a justement avec ces usages, ces forages, s'ils se développent, les gens qui ont des forages, généralement, ils vont pas contribuer à l'assainissement. Or, ils peuvent avoir des usages qui rejettent des eaux usées traitées, des eaux usées, pardon. Donc, après, moi, je suis quand même économiste et j'aime bien avoir le signal prix. Et le fait de tout fiscaliser va faire qu'on perd ce signal qui me semble quand même très important pour, même en termes d'éducation. Donc, d'incitation, de sensibilisation au fait que l'eau est rare et que si on fiscalise tout, tout ça, ça va disparaître. Très bien. Bah, écoutez, Marielle, merci, c'était d'une richesse toujours pareil, incroyable. Moi, il va falloir que je retourne sur l'enregistrement parce que je pense que j'ai loupé beaucoup de choses et donc cet enregistrement sera mis à disposition sur notre site internet. Le prochain intervenant sera Kevin Caillot qui travaille sur les déterminants de la consommation d'eau domestique, mais il ne travaille pas que là-dessus, il est à l'INRAE à Bordeaux. Merci beaucoup Marielle. On va aussi mettre à disposition votre présentation et j'invite alors déjà je remercie les 85 participants de leur présence, de leur patience par rapport à notre façon de gérer le truc. N'hésitez pas à nous faire, avant de partir, à nous faire des petites remarques matérielles sur le déroulement du truc dans la conversation. J'ai noté que certains n'ont pas accès aux questions-réponses parce qu'ils n'ont pas la version actualisée de Teams. C'est pas grave. On voit bien qu'avec la conversation, ça marche aussi bien et la prochaine fois, on n'utilisera que ça sans doute. Voilà, donc merci beaucoup Marielle. Je crois que vous avez beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc, eh bien, au revoir à tous. Et puis, à une prochaine, donc le mois prochain, on diffusera la date précise.